Donc, est-ce qu'on pourrait avoir une présentation simple de votre école Méo, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. L'école Méo est une école associative au départ, qui a 3 ans d'existence et qui accueille des enfants avec des troubles du développement, des enfants ce qu'on appelle neuroatypiques. Donc ça, c'est une large palette, ça inclut les enfants avec autisme, les enfants avec des troubles dysfonctionnels, on va dire, troubles 10, dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie, multidys, souvent on utilise ce terme, des enfants avec des troubles de déficit de l'attention, en fait, avec ou sans hyperactivité, ce qu'on appelle les TDAH/H, voilà. Et on accueille aussi des enfants, qui est dans votre sujet, au potentiel dit précoce. Il y a plusieurs définitions et plusieurs dénominations. Donc on a quand même le droit de dire qu'un enfant est précoce, on n'est pas obligé de dire un enfant à haut potentiel, enfin c'est un synonyme. Oui, alors après, si on veut être stricto sensu, si on veut respecter ce que dit le corps médical, le DSM, les dénominations changent, mais oui, dans le langage courant, on peut très bien parler d'enfants précoces. Sophie, quel est votre métier? Alors, moi je suis art thérapeute. J'ai eu un parcours de vie un peu varié. Je suis allée aussi bien dans la conservation du patrimoine, en documentation, donc un rat de bibliothèque au départ. Et puis après, je me suis orientée vers l'art-thérapie. Et actuellement, donc, je suis art thérapeute à l'école Méo. J'interviens aussi dans un foyer pour personnes avec retard mental et handicapées. Et j'interviens aussi dans une clinique psychiatrique pour adolescents. Voilà, et aussi j'ai une fonction d'assistante de direction au sein de l'école Méo, puisque je participe à la création du projet depuis l'origine en fait. Et donc voilà. Ça consiste en quoi l'art-thérapie? L'art-thérapie. Alors l'art-thérapie, c'est une discipline que je trouve assez extraordinaire, qui va permettre aux jeunes notamment de reprendre confiance en leur potentiel et en leur capacité par tout ce qui est créatif. En fait, on est un peu comme les psychologues, sauf qu'on va aller beaucoup moins dans le frontal puisqu'on n'est pas dans le verbal, et que du coup, on va décaler un peu le problème, on va essayer de leur montrer que oui, ok, il y a peut-être des difficultés, mais les difficultés, en fait, souvent, on focalise sur le symptôme, la difficulté, et nous, en fait, on attaque par un biais détourné, sur des choses très ludiques, très variées, la construction, le dessin, l'expression corporelle, ça peut être la danse, la musique, peu importe. Et là, les jeunes se rendent compte que oui, ils savent faire plein de choses, et ça fait énormément de bien, ils y prennent beaucoup de plaisir, et souvent ça réamorce une dynamique où le jeune va se reprendre en main et se dire ok, j'ai peut-être des difficultés, mais aussi je sais faire plein d'autres trucs à côté. Et là, ok, je vais peut-être, au lieu de bloquer le système, je vais peut-être positiver, me relancer dans une dynamique et me réapproprier tout ce qui ne va pas. Et c'est là où je pense que l'art-thérapie peut être très efficace, parce qu'en fait, c'est un déclencheur. En fait, moi, je le considère vraiment comme un déclencheur de relancer une dynamique et de casser un blocage, en fait. Voilà, et c'est comme ça que je travaille avec les jeunes dont j'ai une responsabilité. Okay. Voilà. Donc notre point de départ à nous pour notre sujet TPE, c'était précocité infantile, perspective d'épanouissement ou isolement dur à vivre. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que majoritairement ils vont avoir une période d'isolement, parce que justement quand il n'y a pas appréhension, que ça soit intellectuel, intuitive, ils l'ont, je pense, de cette différence, mais par contre il faut qu'ils fassent le schéma mental qui correspond à cette différence, et une fois qu'ils se la sont appropriés, on peut aller sur de l'épanouissement. Ça, je pense qu'il n'y a aucun souci, il n'y a aucun frein là-dessus. Par contre, c'est quand vous me demandiez par rapport aux conseils à donner aux parents, c'est vrai que la phase d'isolement et de repli, elle peut être très très dure et très compliquée à vivre pour tout le monde. Donc c'est là où il ne faut pas lâcher, parce que je pense qu'effectivement on en sort, mais effectivement il faut laisser le temps au temps aussi. Okay. Parce que c'est un processus de maturation qui, je pense, n'est pas très évident, dans la mesure où ça demande une introspection assez fine. Il faut mettre aussi des choses en place, et puis le mouvement général qu'ils ont, c'est facile de mettre la faute à l'extérieur. Or, il faut que la démarche, ils comprennent que la problématique, elle vient pour une part d'eux, et qu'il faut qu'ils la maîtrisent pour pouvoir avancer. Qu'ils comprennent bien quels sont les tenants, les aboutissants, comment est leur fonctionnement en interne. Et ça,
c'est pas évident parce que c'est demander à un jeune, un enfant, d'avoir une démarche intellectuelle adulte. Oui. Et en fait, cette maturité, ils l'ont pas. Et elle est normale puisqu'en fait, la maturité cérébrale n'est pas atteinte. Donc, c'est très compliqué et c'est pour ça qu'il faut travailler sur ça, en fait. Voilà. Et c'est tout le travail des thérapeutes. Et une autre réponse à cette difficulté, pour mettre un peu les points sur les i et les barres sur les t, c'est aussi de passer le test de QI pour les enfants pour qu'ils sachent d'où vient peut-être leur difficulté. Ah bah oui, tout à fait. On sait comment avancer à partir du moment où on sait d'où on part. Voilà, un enfant qui va bien à l'école, qui s'isole, qui a des fulgurances intellectuelles, il y a un moment, il faut aussi que les parents se... Mais c'est difficile aussi en tant que parent, parce qu'on a tous envie d'un enfant qui va bien, qui pose pas de soucis, qui va à l'école et que tout roule. Donc c'est un chemin familial. Donc, mais il faut effectivement le test de QI a cet avantage-là de poser un point de départ qui après va pouvoir permettre de mettre en place des thérapeutiques adaptées à ce cas particulier qui vont l'amener vers un épanouissement. Donc le mieux c'est de le passer le plus tôt possible, vers 5 ans, 3 ans. Oui, une fois que le chemin d'acceptation est déjà fait. Okay. Et ça, c'est pas simple. Parce que ça veut dire, d'un point de vue purement psychologique, freudien, ça veut dire faire le deuil de l'enfant idéal qu'on avait rêvé quand il est arrivé. Quoi. Et ça prend, suivant les familles, ça prend plus ou moins de temps. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques petits conseils pour ces enfants HP dans la vie de tous les jours pour qu'ils s'intègrent peut-être un petit peu mieux en tant que maman. Oui, alors déjà c'est pour les parents, c'est des conseils par rapport aux parents, vous voulez dire? Ouais. Alors moi ce que je pense c'est qu'il faut jamais lâcher. On peut avoir des gros moments de doute et de désespoir parce que c'est vraiment, ça nous met à rude épreuve. Mais par contre, il ne faut pas lâcher, il faut avoir confiance en son enfant parce que faut être clair. Accompagné, il s'en sortira, il n'y a pas de souci. Voilà, je pense que la scolarité à l'heure actuelle est compliquée pour ces jeunes-là. Par contre, c'est vrai que dans la vie d'adulte, on trouve souvent des bonnes personnes, on trouve souvent des gens suffisamment ouverts pour un autodidacte, ça a le droit de réussir aussi. Et c'est ce qui se passe pour mon fils notamment. Il y a des gens qui arrivent à leur faire confiance parce qu'ils voient bien aussi quel est le potentiel d'évolution et que du coup pour une entreprise, pour la vie de tous les jours, ça peut être intéressant. Donc ça serait plus le conseil sur du long terme et il faut pas l'enfermer dans cette image-là, il faut être toujours beaucoup dans le dialogue parce que c'est des enfants qui sont hypersensibles, qui ont énormément besoin d'être rassurés, même encore grands, et qui ont besoin de sentir qu'il y a un adulte fort qui est à côté, qui fait un peu repère en fait. Et ça serait ça les conseils de base. Après, il y en aurait des milliers sur des tas de petits détails de la vie de tous les jours. Et puis, c'est des jeunes, quand ils sont enfants, il ne faut pas hésiter à leur tenir un discours d'adulte, parce qu'en fait, c'est ce qu'ils cherchent et ils sont capables de le comprendre. Donc, pas les infantiliser, ça c'est totalement idiot, même s'il y a des étapes, c'est un peu biscornu leur parcours. Non, c'est des enfants que, évidemment, moi je les trouve super intéressants. J'en ai fait mon métier, donc voilà. Du coup, la meilleure solution pour leur éducation, l'éducation de ces enfants HP, ça serait plus de les mettre dans une école spécialisée du type la méthode Montessori ou comme cette école. Ça serait quoi la meilleure éducation pour eux? Moi je pense que l'idéal, ça serait quand même de continuer l'inclusion. Mais avec du personnel qui soit formé, adapté, qui comprenne cette grosse différence et pas juste se dire j'ai un enfant avec un fort QI, fatalement il comprend tout, ça doit rouler. Voilà, moi je pense que on ne peut être que une école comme Méo ne peut être que des temps de pause parce que la vraie vie c'est pas Méo. Donc le but c'est quand même de réintégrer un système je dirais global, même s'il est très normatif, pour que en fait, chacun trouve sa place. Et ça, c'est très long, puisqu'en fait, ça veut dire changer les mentalités. Donc ça, c'est pas gagné pour tout de suite, mais c'est en chemin. Oui, en plus, on a vu aussi qu'il y avait 30% des HP qui étaient dans les écoles dites normales, qui étaient en échec scolaire. Du coup, tout à fait. C'est un problème majeur. Oui. Moi, je suis maman d'un
enfants décrocheurs au potentiel. À l'époque, je ne connaissais pas tout ce que je connais maintenant et du coup, j'ai pas pu l'accompagner comme il fallait. Il a 25 ans maintenant, il va bien, il travaille, il a trouvé sa place, il a fait son bout de chemin. C'est pas sans difficulté, mais voilà, effectivement, il faut trouver une adaptation pour ces jeunes-là parce qu'en plus, ils ont un potentiel qui est utile à tous. Voilà, parce que cette intuition, cette façon de décoder les choses, elle est hyper enrichissante pour nous aussi. Même si de temps en temps, on se sent un peu, en tant que maman, on se sent un peu pas du tout à la hauteur, mais c'est pas grave, tant pis. L'ego en prend un coup, mais ça nous remet aussi droit dans nos bottes, et puis voilà, faut avancer. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que ces différences vont entraîner comme difficulté dans la vie de tous les jours et puis également à l'école? Parcours. Tout à fait. Eh bien, vu l'exemple que je vous ai donné, on va y avoir très souvent un blocage par rapport à l'exécution de certaines consignes, puisque ils ne se sentent pas dans la capacité de pouvoir faire le chemin pour arriver au résultat. Très souvent, l'incompréhension qu'il y a au niveau du corps enseignant fait que c'est souvent des enfants dont on sait qu'ils ont... Alors c'est un double tranchant, parce qu'on sait qu'ils ont un fort QI, donc on se dit ça doit rouler. Et le problème, non, c'est que justement ça roule pas, parce que et c'est comme, il y a souvent une image qui est donnée où on dit qu'un haut potentiel, c'est comme si on mettait un singe qui ne sait pas conduire au volant d'une Ferrari. Il fait quoi avec ça? Pas grand chose, quoi. Voilà. Donc en fait, très souvent, il y a effectivement le corps enseignant donc, qui ne comprend pas ces choses-là, s'il n'est pas formé, s'il n'a pas déjà eu des cas comme ça. Donc du coup, le corps enseignant va lui renvoyer une image relativement négative, une incapacité de se fondre dans le moule. Il va sentir très vite cette différence-là, ce qui fait qu'en fait, il va perdre énormément en confiance en soi, en estime de soi. Et en général, ça, c'est le début des ennuis, parce que on peut descendre, dégringoler très vite jusqu'à la dépression, voire des phobies scolaires. Et du coup, en fait, les enfants se rendent compte que, ils ne fonctionnent pas comme les autres, donc ça crée une stigmatisation pour eux, qui est très souvent renforcée par l'entourage social de l'école, et choses comme ça, les camarades, choses comme ça. Et puis après, cette perte d'estime de soi va faire qu'il ne va pas être en mesure, s'il n'est pas accompagné, de raccrocher justement les étapes qu'il doit acquérir, même si en plus il les trouve totalement triviales. Parce que le souci aussi de ces enfants-là, c'est que alors le résultat, ça ne pose pas de problème pour eux, notamment en mathématiques, mais du coup, ils ne comprennent pas la justification de demander quelque chose d'aussi élémentaire pour eux. Donc, ils remettent en cause tout le système scolaire, ce qui est très très dur pour un enseignant, parce que il le met face à ses petites incompétences ou ses petits hiatus dans l'enseignement. Il va aller tout le temps chercher la petite bête. Donc du coup, l'enseignant va se sentir attaqué, et c'est légitime, mais d'un autre côté, c'était pas la volonté du jeune. Donc il y a une espèce d'incompréhension générale qui se met en place, et du coup, personne n'est bien à fonctionner ensemble, quoi. Voilà. Et c'est une des raisons pour lesquelles Méo a été mise en place pour accueillir ces enfants-là qui, du coup, décrocheurs scolaires, peuvent venir avec un sas où justement on va essayer de renforcer cette estime de soi. Nous, on est capable, on comprend très bien ce fonctionnement, donc on va s'adapter à l'enfant, on va lui expliquer aussi, on va remettre des choses de base en place pour que lui, il puisse aussi appréhender cette différence et qu'il puisse la maîtriser, quoi, en fait. Et du coup, être plus socialement plus adapté aussi. Voilà. Est-ce que cette différence de compréhension de la consigne, cette rapidité à réfléchir directement au résultat, c'est ce qui va être pris en compte lors du test de QI, non? On va voir comment l'enfant il va réfléchir par rapport à cette méthode. Ça. En fait, les psychologues qui sont à même de poser les diagnostics de précocité ou de QI font un test de QI qui est soit je sais plus, c'est le Vexel ou je sais pas quoi, non, le WIS 4. Ouais. Voilà. On doit être à 4, oui d'ailleurs. Et en fait, ils vont voir la rapidité d'exécution, ils vont voir la mémoire de travail, ils vont voir toutes ces choses-là. Après, ils vont définir un profil, parce qu'en fait, ce développement-là n'est pas uniforme, souvent. Donc, on a soit des profils qui sont dits équilibrés, auquel cas, c'est pas un mauvais diagnostic, parce que les enfants vont arriver à avoir globalement une scolarité normale.
Après, on a des enfants qui ont vraiment des pics très très hauts sur le logico-mathématique, qui ne vont pas du tout être dans tout ce qui est de l'ordre du langage, et du coup, on va arriver sur des profils qu'on dit disharmoniques, ce que je trouve très très moche. Mais du coup, voilà, il va falloir renforcer là où il y a une faiblesse, et puis canaliser là où c'est effectivement assez fulgurant, quoi, parce que on est vraiment là-dedans, quoi. Pour faire une comparaison avec les arts plastiques, c'est comme si je vous demande de dessiner un bonhomme. Vous allez faire un truc avec des petits personnages, et le haut potentiel va directement se figer sur la Joconde, et il va être dans l'incapacité de réaliser la Joconde, puisque évidemment techniquement il n'est pas capable de faire la Joconde. Donc il va jeter son pinceau, son crayon, et il va rester bloqué. Voilà. Pour vous donner une espèce de parallèle un peu. Voilà, mais je trouve que ça illustre bien la façon dont ils peuvent fonctionner. Voilà. Une avance de développement. Or, en fait, c'est pas du tout. On n'est pas sur une avance de développement intellectuel, on est sur une autre organisation de la cognition, en fait. Voilà. De tout ce qui est apprentissage des connaissances et tout ça. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à plus trop l'utiliser parce que justement, ça induit ce biais qui est pas forcément souhaitable. Voilà. Du coup, par rapport au cerveau, par exemple. Ah oui, et du coup, est-ce que vous pourriez nous donner les différences cérébrales entre les enfants dits précoces ou au potentiel et les enfants qu'on qualifie de normaux dans le langage courant, s'il vous plaît? Oui, alors une des grosses différences, je dirais, c'est que en fait, l'enfant précoce va avoir un chemin de pensée extrêmement rapide. Il a un potentiel cognitif qui est extrêmement important. C'est souvent des enfants qui ont un QI supérieur à 130, qui avoisine 130, 140, 150, avec toute la palette possible. Et du coup, ce qui fait qu'ils vont avoir une compréhension qui est différente, dans la mesure où, face à une problématique, ils vont tout de suite, par exemple, un problème mathématique, ils vont tout de suite avoir le résultat en tête. Ça va venir comme un flash. Disons que tout ce qui est cérébral et neuronal se met en place très très vite. Ils ont une arborescence qui est extrêmement développée. Et du coup, le résultat vient tout de suite comme une intuition, en fait. Sauf qu'après, ils sont incapables d'expliquer pourquoi ils ont ce résultat. Et c'est là où ça pêche avec l'école, puisqu'en fait, à l'école, le principe de l'apprentissage, c'est on va à un objectif, mais marche par marche. Et on apprend des connaissances au fur et à mesure pour pouvoir arriver au résultat. Voilà. Qui est en plus la seule sanction reconnue par l'école, en fait. On est dans un système où ce qui est intéressant, c'est le résultat, bien souvent, et pas forcément le cheminement. Or, ces enfants-là, évidemment, ils vont être dans l'incapacité de donner le cheminement, puisqu'en fait, eux, ils restent basés sur le résultat, et du coup, pour eux, c'est très très compliqué, et du coup, ils n'arrivent pas à le justifier à l'école, et du coup, c'est souvent une incompréhension avec le corps enseignant. Et du coup,